Amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 février 2021. Le Parlement français est en train d'examiner une loi dite sur le climat pour essayer de compenser les gaz à effet de serre et voir ce que la France peut faire suite à une convention citoyenne que le président avait convoquée, 150 Français, qui ont fait un excellent travail auquel je rends hommage et qui ont fait 148 ou 150 propositions, dont quelques-unes seulement, évidemment, sont retenues par le président et par l'Assemblée nationale, qui est soumise, le président lui-même, aux actions des lobbies, comme d'habitude, lobbies industriels, lobbies agricoles, qui, eux, freinent des quatre fers pour jamais adopter des mesures d'intérêt général, mais uniquement pour l'intérêt de leurs commettants. Ça me conduit à revenir sur ce qu'est la notion de lobby. La démocratie est évidemment la rencontre d'intérêts catégoriels contradictoires, c'est normal. Il y a, pour exprimer ces intérêts, ce qu'on appelle des personnes morales. Personnes morales, c'est des associations, des syndicats, des partis politiques qui représentent les intérêts de telle ou telle strate de la société. Et ça, c'est le jeu normal de la démocratie. Mais le lobbying est tout à fait autre chose, et j'ai du mal à concevoir qu'aucun pays n'ait légiféré en la matière. Le lobbying est à la démocratie ce que la prostitution est à l'amour. C'est une perversion, c'est une putréfaction. Le lobbying, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. C'est pas une association ou un syndicat, quel qu'il soit, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, qui représente des intérêts que l'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. C'est pas la question, c'est pas subjectif. Le lobbying, c'est l'argent. C'est-à-dire que des professionnels sont payés par des intérêts très privés et parfois très occultes pour influencer, c'est-à-dire pour corrompre, les décideurs. Alors vous avez connu pendant très longtemps à Séville le lobby du tabac. Les producteurs de tabac, les industriels du tabac plus exactement, pas les producteurs agricoles, mais les industriels du tabac avaient financé des tas d'opérations d'enfumage pour essayer d'empêcher une législation anti-tabac, c'est-à-dire anti-cancer. Ce sont des criminels. Et c'est des gens qui étaient payés pour ça. C'était pas par vocation, c'était pas des militants du cancer du poumon, c'était pas des gens qui disaient « nous adorons le cancer des bronches, donc nous militons pour le tabac ». Non, c'était des officines qui, sans scrupule, faisaient de l'argent en falsifiant au besoin des rapports ou en les orientant, en orientant des études, et puis parfois en faisant des cadeaux à des parlementaires américains, canadiens, européens, pour que les législations ne soient pas prises dans le domaine de la santé. Eh bien, ce lobbying, vous le retrouvez dans la chimie, les industriels de la chimie, les chasseurs en France paient des gens qui, professionnellement, vont arpenter les couloirs de l'Assemblée nationale ou vont faire le siège des ministères et des services pour influencer d'une manière occulte, d'une manière sournoise, d'une manière non transparente, les décideurs. Et parfois, autrefois surtout, mais vous savez, c'est toujours autrefois, hein. Maintenant tout va bien, mais autrefois c'était pour carrément les corrompre, leur offrir des pots de vin, des cadeaux que l'industrie, que les banques, que la finance pouvaient offrir. Alors je ne comprends pas que l'on n'ait pas légiféré. Légiférer tout simplement en interdisant cette forme de prostitution, de proxénétisme qu'est le lobbying. C'est-à-dire que tout groupe humain, même ceux qu'on n'aime pas, ont parfaitement le droit de s'organiser en association, de pétitionner, d'envoyer des mémoires, des lettres, de tout ce qu'ils veulent aux décideurs pour les influencer dans leur sens. Ça, c'est légitime. Et même si ça ne nous plaît pas, c'est parfaitement légitime. En revanche, le fait de payer des professionnels pour orienter les lois, les règlements, les décisions des pouvoirs publics, là, nous sortons du cadre démocratique parce que c'est l'argent qui fait la différence. C'est plus le nombre, c'est plus la qualité des dossiers. C'est pas le syndicat des infirmières ou les associations de défense des chômeurs qui font valoir les intérêts de leurs commettants, de leurs représentés auprès des pouvoirs publics, ce qui est légitime.
ce sont des forces financières qui peuvent s'offrir à prix d'or des professionnels de la manipulation qui vont rencontrer jusqu'au sommet de l'État, puisque malheureusement, les chefs d'État se laissent, je ne dis pas corrompre, mais au moins approcher par ces lobbyistes, dont certains sont connus d'ailleurs, qui ont pignon sur rue, dont on connaît même les rémunérations. Enfin, je ne suis pas là pour dénoncer qui que ce soit, mais on m'a raconté que tel ou tel individu percevait 200 000, 300 000, 400 000 euros par an pour représenter tel ou tel mauvais intérêt, y compris dans les abords immédiats et amicaux des chefs d'État. Il faut absolument criminaliser le lobbying. Ce n'est pas normal qu'en démocratie, des forces d'argent puissent influencer l'État et, contre l'intérêt général, vendre des produits dangereux, le tabac, les pesticides, les néonicotinoïdes, le glyphosate ou d'autres molécules chimiques, les phtalates et tous les exemples que l'on a, le chlordécone aux Antilles. Il y a des peines de prison qui se perdent et qui sont autrement plus méritées, l'auraient été, que beaucoup de petits délits que l'on voit sanctionnés tous les jours par nos tribunaux. Ce sont de grands criminels, ces gens qui cancérisent leurs semblables. Vous savez, actuellement, il y a des groupes mafieux plutôt abrités derrière les pays russophones qui font des cyberattaques sur des centres hospitaliers, bloquant l'informatique des centres hospitaliers en demandant des rançons pour lever ces blocages pour obtenir de l'argent. Évidemment, à juste titre, tout le monde s'indigne en disant voilà des gens qui, pour faire du fric, sont prêts à compromettre la santé et la vie d'autrui. C'est vrai. Mais est-ce pas là la logique d'un système dans lequel faire de l'argent devient un objectif premier? Et il ne faut pas vous y tromper, même derrière des intérêts qui parfois semblent des intérêts économiques, sociaux à portée générale, ou de tels loisirs, suivez ma pensée. En fait, ce qui se cache derrière, c'est des réseaux d'influence et des histoires d'argent, là aussi, de féodalité qui sont installées et cramponnées derrière des rentes de situation. Donc, je pense que si on voulait assainir la démocratie, ce serait d'interdire le lobbying qui est à l'œuvre actuellement pour essayer d'empêcher les mesures en faveur du climat. Et c'est vrai dans tous les domaines, pour la préservation de la biodiversité, toutes choses. On voit bien que rien n'avance, que les chefs d'État vont nous faire des déclarations vertueuses en disant « dans 3 ans, on rase gratis, dans 3 ans, les néonicotinoïdes auront disparu des champs », et puis en fait, de dérogation en dérogation, parce que les lobbies interviennent, on voit que l'intérêt général est systématiquement sacrifié à des intérêts particuliers. Écoutez, il y a vraiment des occasions d'améliorer la situation qui se perdent. Quant à la démocratie, comment va-t-elle ? Pas très bien, c'est évident. C'est évident qu'elle ne va pas très bien et nulle part dans le monde. Bien sûr, tout le monde lui rend hommage, même Erdogan en Turquie ou Poutine en Russie feignent de se soumettre à la démocratie. Il y a des élections, mais il y a aussi beaucoup d'opposants en prison dans tous ces pays et on voit les peuples malheureusement se donner des chefs d'État qui sont peu recommandables. Je pense notamment au Brésil et à Bolsonaro qui en fait est un nostalgique de la dictature militaire et qui est en train d'assassiner l'Amazonie. Alors je sais que le chef indigène Raoni a saisi, via un avocat français auquel je rends hommage, William Bourdon, il a saisi la Cour pénale internationale d'une plainte pour crime contre l'humanité à l'encontre du chef d'extrême droite du Brésil actuel, ce chef qui a laissé la bride sur le cou à la FNSEA locale, c'est-à-dire aux éleveurs et aux agriculteurs de son pays qui utilisent fort ce pesticide pour aller dévaster la forêt amazonienne, remettant en cause et occasionnellement assassinant les indigènes qui y vivent. Alors je ne suis pas de ceux qui disent que les indigènes ont toujours raison, les blancs n'ont pas toujours raison, les noirs n'ont pas toujours raison, les indigènes n'ont pas toujours raison, mais il arrive à tout le monde aussi d'avoir raison quelquefois, et dans cette affaire les indigènes ont raison, parce qu'ils vivent sur leur terre et ils défendent leur forêt, donc je suis de tout cœur avec eux,
et je souhaite que cette plainte devant la Cour pénale internationale soit suivie des faits. Le Brésil est un pays qui a ratifié la convention qui crée la Cour pénale internationale. Le Brésil l'a ratifiée en 2002, donc Bolsonaro est justifiable de cette Cour. Et même si le Brésil n'a pas payé sa cotisation à la Cour depuis 2 ans, évidemment, depuis que l'extrême droite est au pouvoir, la plainte est susceptible d'aboutir. Espérons que le parquet général, près la CPI, s'empare de cette plainte. Mais c'est pour vous dire que, bon, les peuples parfois sont mal inspirés, mais quand les Allemands ont élu Hitler, très démocratiquement d'ailleurs, hein, en 1933, ils ont fait une erreur qui leur a coûté très cher. Bon, ils l'ont payé au prix du sang et au prix de la honte. Bon, on fait des erreurs parfois, les peuples se trompent. La démocratie, c'est le plus mauvais des régimes, excepté tous les autres. Hein, c'est ce qui se passe. Alors, si vous voulez, face à cela, on s'interroge. Quelles sont les valeurs de l'Occident? Alors, la pandémie actuelle met à mal ces valeurs d'une certaine façon, parce que la pandémie est le fruit d'un système que l'on a mis en place sur la planète, surpopulation mondiale et mouvement vibrionnaire des personnes et des marchandises d'un bout à l'autre de la Terre, ce qui évidemment provoque l'émergence et la propagation d'agents pathogènes. C'était prévu, hein. Ne croyez pas que ce qui arrive avec la pandémie actuelle soit quelque chose de tout à fait imprévisible. Des scientifiques l'avaient annoncé, nous le savions, ça devait se produire et ça se reproduira parce que c'est inhérent au système que nous avons mis en place sur la Terre. Quand on concentre des populations comme nous le faisons et quand on assure des mélanges et des transports comme nous le faisons de manière incessante partout, évidemment, les agents pathogènes, quels qu'ils soient, et qu'ils affectent telle ou telle espèce animale ou végétale, ces agents pathogènes trouvent des occasions de développement. Donc, cette pandémie met à mal un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Et j'entends, et ça me fait beaucoup sourire, ou plutôt ça me peine parfois, les deux, ça dépend comment on prend les choses, des gens qui nous disent « les valeurs de l'Occident, c'est boire un coup aux terrasses et aller se défoncer dans des rave-parties bruyantes, polluantes, droguées, etc. » Si les valeurs de l'Occident, c'est ça, je comprends qu'on puisse être méprisé par d'aucuns. Non, les valeurs de l'Occident, c'est bien autre chose, c'est les valeurs des Lumières. C'est la liberté, liberté de pensée, liberté de conscience, liberté d'expression. C'est l'égalité, l'égalité des citoyens devant la loi, devant les charges publiques, avec une rétribution, une récompense sociale qui devrait être fonction de l'utilité commune et non de la spéculation. Vous voyez qu'il y a des efforts à faire. C'est aussi la fraternité entre les hommes. Là aussi, il y a bien des efforts à faire. C'est l'entraide et la solidarité. Et c'est ça, les valeurs de l'Occident. C'est ça, les valeurs universelles que nous devons défendre. C'est certainement pas boire un coup aux terrasses, non pas que ce soit mal. Au contraire, c'est un hédonisme léger qui fait de mal à personne. Et ça m'arrive à moi-même comme à tout le monde d'aller boire un café aux terrasses d'un bistrot. Et c'est très bien. Mais c'est pas ça les valeurs de l'Occident. C'est liberté, égalité, fraternité, entraide. Ces valeurs, ce sont des valeurs héritées du siècle des Lumières. Et ces valeurs ont été perverties. L'Occident a perverti ces valeurs par le libéralisme économique qui, par-delà ces valeurs-là, en a substitué une seule, le profit. C'est le profit qui mène le monde et c'est ça qui nous pervertit complètement. Et la maladie actuelle, c'est pas la maladie des valeurs de l'Occident, c'est la maladie du capitalisme libéral, ce capitalisme qui est purement spéculatif, qui fait que des gens, dont je vais taire le nom, mais que vous connaissez, tous les milliardaires qui interviennent dans le BTP, l'armement, le luxe, sont mieux rémunérés que de véritables chercheurs comme Emmanuel Charpentier ou Jennifer Doudna, ceux qui ont conçu le CRISPR-Cas9, qui, eux, mériteraient d'être récompensés à la hauteur du service qu'ils rendent à l'humanité, c'est-à-dire à la hauteur de ce qui permettra demain de vaincre des maladies redoutables et cruelles qui endeuillent le monde, alors que les milliardaires d'aujourd'hui ne sont que de vulgaires spéculateurs qui s'enrichissent au détriment de l'homme, de la planète, de la nature, des animaux. En un mot, nos milliardaires sont souvent des nuisibles.
Ce sont des nuisibles au sens de l'intérêt général, alors que les véritables élites, les chercheurs en sciences, mais aussi les défricheurs d'idées nouvelles, les philosophes, les penseurs, eux, ne sont pas reconnus. L'intelligence n'est plus reconnue, le savoir n'est plus reconnu, le vrai progrès, c'est-à-dire ce qui fait avancer la vie, n'est plus reconnu, et en revanche, ce sont les dividendes qui mènent le monde. C'est pour ça qu'il va mal, et c'est pour ça que, j'en reviens à ce que je vous disais, il faut criminaliser les lobbies, il faut que l'intérêt général prévale sur l'intérêt de l'argent. Mes amis, portez-vous bien, soyez prudents, n'oubliez pas une chose, on se bat contre un virus. Je suis un résistant, je suis un révolutionnaire parce que je veux changer le système économique, social et éthique. Je veux remettre liberté, égalité, fraternité, entraide à l'ordre du jour pour l'arbre, l'animal et l'homme. Donc je suis un résistant. Mais aller violer les principes de précaution face à une maladie, c'est pas faire preuve de résistance. On ne se bat pas contre Macron, Trump, Biden ou Madame Merkel en refusant de porter un masque et en allant prendre des risques en bravache, ridicule, en disant moi je ne me méfie pas d'un virus. Non, on se bat contre un virus, et contre un virus on se bat par la science et la médecine. Il ne faut pas jouer à Jean Moulin en se disant je ne respecte pas les consignes de précaution, les distanciations sociales, tout ça, parce que je suis un résistant. Non, ça c'est pas être Jean Moulin, c'est être un gamin qui veut mettre les doigts dans la prise de courant alors que la situation exige que pour soi-même et pour autrui d'abord, on fasse attention. Parce que, et je finirai comme cela, la pandémie actuelle nous fait courir 2 risques. Le premier, mes amis, c'est de tomber malade, c'est de souffrir. Et pour beaucoup, pour quelques-uns en tout cas, c'est de mourir. C'est un risque, avouez qu'il est grand. Mais il y en a un encore plus grand, sur le plan éthique. C'est que, en contractant la maladie, vous la transmettez à d'autres. Et vous risquez de devenir un meurtrier. Mais ça, qui y pense? Alors, soyons un peu oblatifs, c'est-à-dire pensons aux autres. Amis lycéens, vous rechercherez dans le dictionnaire le mot oblatif, comme quoi mes petites chroniques, ça vous apprendra quelque chose. Et soyons oblatifs et ne devenons pas des meurtriers. Ça, c'est pas être Jean Moulin, c'est être puéril.